Bon, Jean-Michel Sapin, Oui, bonjour. l'euro, c'est donc demain. Les trains roulent un peu plus, mais maintenant, ce sont les poubelles qui font tâche sur la carte postale de la France qui est censée aller mieux. Avez-vous péché par excès d'optimisme en pensant que tout serait débloqué avant l'euro? Je ne vois pas très bien le rapport d'ailleurs entre les poubelles et l'euro, mais La je, CGT. je vois bien les manifestations qui peuvent avoir lieu sporadiquement ou spectaculairement. C'est d'ailleurs fait pour cela. Mais je veux dire les choses assez simplement. Pour qu'une grève soit comprise, il faut qu'elle ait un sens. Et aujourd'hui, cette grève n'a plus aucun sens. Quel est le sens de la grève aujourd'hui des conducteurs de camions qui ramassent les ordures? Personne n'est capable de le dire. Quel est le sens de ceux qui bloquent, je ne sais pas, par exemple, l'entrée de Rungis? Personne n'est capable de le dire. Donc on est maintenant dans des manifestations qui n'ont, je le répète, plus aucun sens. C'est dommage. Une grève doit être respectée, toujours. Parce que ça fait partie de l'ordre constitutionnel, ça fait partie des libertés. Les manifestations font partie des libertés. Ça n'est pas le sujet qui est en cause. Simplement, il faut qu'il y ait un sens. Elle n'a plus aucun sens. Faisons le bilan, Michel Sapin. Combien de milliards d'euros le gouvernement a-t-il dépensé pour quel résultat, en espérant calmer les manifestants, les opposants à la loi travail? Alors, je pense que vous faites allusion aux négociations qui ont par ailleurs eu lieu à la SNCF, par exemple. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Est-ce que vous voyez un rapport entre la grève à la SNCF? Il y a eu une opération globale de déminage depuis un mois sur différents fronts. La grève à la SNCF, qui s'est faite autour d'une négociation qui était déjà engagée depuis très longtemps, bien avant la loi travail, et qui se serait conclue indépendamment de la loi travail. Il y a une concomitance entre les deux. La SNCF doit se réformer. Elle se réforme. Elle rentre dans une ère qui est celle de la concurrence. Elle se réforme vraiment? Dans cette affaire, les cheminots obtiennent plus de jours de repos, un travail de nuit mieux encadré, un 26e jour de congé payé. Comment voulez-vous que la SNCF soit compétitive avec ça? Ce que vous dites n'est pas exact. C'est le résultat des négociations. Il y a eu deux négociations ensemble. Une négociation qui est une négociation de branche, qui vaut pour la SNCF comme tout autre organisme qui transporte des personnes ou des marchandises par le rail. Et donc il y a une négociation collective. Je le répète, ça vaut pour tout le monde. Ça permet à chacun d'avoir les mêmes règles. Et puis il y a eu ensuite une négociation, elle est en train de se terminer, qui est au sein de la SNCF. Et on arrive aujourd'hui à une société de chemin de fer qui est en capacité de faire face à la concurrence. Si elle ne se met pas en capacité de faire face à la concurrence, elle disparaîtra, non pas du jour au lendemain, mais progressivement, ce qui serait très dommageable. Mais vous dites, globalement, ces grèves, le maintien de ces mobilisations n'ont pas forcément de sens. Vous avez dit, ça n'a Et aucun même sens. pas forcément, elles n'ont plus aucun sens. Le problème, c'est que la convergence des luttes, contre un gouvernement, ça peut avoir un sens, quand bien même ça déplaît au ministre des Finances. Non, mais c'est pas une histoire de plaire ou de déplaire. Voilà. Il peut y avoir arrivé des choses qui me déplaisent, mais qui sont Voilà. parfaitement légitimes et compréhensibles. Non, là, on est dans ce qui n'est plus compréhensible. Je le dis, j'étais ministre du Travail avant d'être ministre des Finances. Mes interlocuteurs, pour beaucoup d'entre eux, c'était les organisations syndicales. J'ai un immense respect pour les organisations syndicales. Toutes les organisations syndicales. Et c'est parce que j'ai ce respect, parce que je considère que ce sont des acteurs fondamentaux, même pour marquer un désaccord, des acteurs fondamentaux du dialogue social, que ça me fait mal quand je vois de grandes organisations syndicales qui se battent sans qu'il n'y ait plus aucun sens. Est-ce que les simulateurs de Bercy tournent pour savoir quel serait l'impact sur la reprise économique encore fragile en France? Alors, les simulateurs tournent tout le temps. Il y a toujours quelque chose à simuler. Disons les choses très clairement. Il y a un impact quand vous avez une entreprise qui est bloquée parce qu'elle ne reçoit plus de carburant ou parce que justement il y a un blocage sur un pont ou sur. Mais vous êtes plus précis, vous êtes plus précis que ça ou pas? Non, dans ces cas-là, il y a forcément un impact pour ces entreprises ou pour la région immédiatement concernée. Globalement, ça n'a pas un impact. C'est pas une raison. Aujourd'hui, la croissance reprend en France. Il y a encore des chiffres qui viennent de tomber et qui montrent que les créations d'emplois aujourd'hui sont reparties clairement à la hausse. C'est donc pas le moment, j'ai employé déjà cette expression, c'est pas le moment de mettre des bâtons dans les roues de la croissance qui reprend. Plus et 46 de l'emploi 500 qui reprend. en 2015, Parce c'est que ça? Plus 46 500 en 2015, création nette d'emplois. Ah, beaucoup plus que ça. En 2015, beaucoup plus que ça. Nous sommes sur un an du premier trimestre 2016 par rapport au premier trimestre 2015 à 160 000 créations d'emplois dans le privé. Je ne parle pas des emplois aidés. C'est donc la vraie reprise de l'emploi. À 160 000 emplois créés, le chômage recule. D'ailleurs, il a reculé au cours de ce trimestre. Donc, il faut faire attention.
C'est normal d'avoir des revendications, c'est normal éventuellement d'avoir des manifestations. Mais aujourd'hui, quelle est la priorité de notre pays? Quelle est la priorité de toutes les organisations syndicales? C'est l'emploi. L'emploi reprend, ça n'est pas le moment de le stopper. Et votre priorité, c'est la loi travail. Le gouvernement tente de faire bloc pour défendre le texte en clivant gauche-droite. C'était un meeting hier soir près de Bercy, près de votre ministère, qui s'est transformé, ce meeting, en bunker. On avait ce gouvernement Il y avait autant de replié dans une CRS que salle. de socialistes. Quasiment. À peu Vous près. exagérez d'ailleurs, il n'est pas interdit. 2 CRS pour un manifestant. Deux Il CRS. n'est pas interdit à un CRS d'être socialiste par ailleurs. Donc vous voyez, Non, ça peut même augmenter le nombre. C'était pas le même Alors, job. non, là. mais c'est pas ça, c'est le côté anecdotique. Pas très belle comme Quelle est- image. Alors, les images, hein, il y en a dans tous les sens, elles s'effacent les unes les autres. Moi, ce que je retiens, c'est pas l'image qui passe, c'est le discours qui reste. Et quel est le discours qui reste de cette rencontre d'hier? C'est qu'à force de se regarder le nombril, la gauche se fait du mal à elle-même. Et de temps en temps, il faut regarder en face. Qui y a en face? Quelles sont les propositions? Et l'avantage de ce débat sur la loi travail, avec le travail qui est actuellement fait autour de ce texte au Sénat, c'est qu'on voit quelles sont les positions. Elles sont respectables, mais on voit clairement quelles sont les positions de droite. La fin des 35 heures, qui met en cause des 35 heures? C'est la gauche ou la droite? C'est la droite. La fin des heures supplémentaires, alors que pendant des années et des années, on avait entendu dire les heures supplémentaires, il faudra qu'elles soient défiscalisées. Elles ne risquent pas d'être défiscalisées avec la droite puisqu'elles vont Mais être en attendant la supprimées. droite, vous êtes encore au pouvoir jusqu'en j'attends pas. 2017. Non, Attendez, j'attends pas. en juillet, il y a la deuxième lecture sur le travail. Vous avez une position sur l'article 2. On y touchera, on n'y touchera pas? Alors, Bah oui, mais non, mais c'est ça le plus urgent. Je finis ma phrase parce qu'elle est importante. Les Français doivent comparer ce que nous faisons, avec les critiques qu'ils peuvent faire vis-à-vis de ce que nous faisons. Il peut y avoir des choses qui sont jamais assez, ou des choses qui font un peu trop, mais ça, c'est la critique normale. Mais ils doivent comparer avec ce que les autres proposent. Enfin, c'est pas pour attendre, c'est juste pour qu'on soit en stéréophonie. Avant de Qu'on ait une comparer, vie politique en stéréophonie qui permette de comparer ce que fait la gauche aujourd'hui et ce que la droite propose pour demain. aujourd'hui, la Alors- gauche et la droite alors, je est à réponds à l'intérieur votre- du Parti socialiste, à l'intérieur de la majorité, il y a une gauche et il y a une droite. Est-ce que pour mettre tout le monde d'accord, il faudrait retoucher l'article 2 en juillet à l'Assemblée? L'article 2, c'est un élément absolument décisif de ce texte. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'article 2, on a l'impression qu'on ne sait même plus ce qu'il y a dedans. L'article 2, c'est le pouvoir donné aux organisations syndicales dans l'entreprise de négocier et de négocier. Ça d'accord, pour mais vous obtenir aviez le dit il y a mieux. 15 jours, on va peut-être y retoucher. Mais non, mais après, aucun texte n'est intouchable. Il peut y avoir des propositions intéressantes, des précisions, des virgules. Tout ça, ça n'a. Ce qu'il faut retenir, c'est le cœur de ce texte. Le cœur de ce texte, c'est la confiance dans le dialogue social, dans la négociation dans l'entreprise. Pourquoi refuser cela? Mais au nom de quoi une organisation syndicale se défierait-elle d'elle-même? Ça, vraiment, c'est aussi quelque chose qui me choque. Je vois des organisations syndicales qui sont majoritaires, qui aujourd'hui ont envie de cette possibilité, qui soutiennent l'article 2. Et quand cet article 2 sera voté et mis en œuvre, mais la CGT et FO seront les premières, et c'est normal, à négocier dans l'entreprise pour défendre l'intérêt des salariés. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de clarté et de simplicité quand on est obligé de tenir ce discours, Michel Sapin, le 9 juin, sachant que les premières discussions sur cette loi, c'était début février, et qu'on est encore obligé d'expliquer quel est le sens d'une loi? Je comprends cette remarque. Et le Premier ministre lui-même disait qu'au départ, on a fait un certain nombre d'erreurs, et en particulier d'erreurs de communication autour de ce texte. C'est-à-dire, au lieu de se concentrer sur les deux aspects fondamentaux du texte, le dialogue social dans l'entreprise, et puis quelque chose qui est très peu expliqué, ce qu'on appelle le compte personnel d'activité. Ça fait un peu techno quand je le dis comme ça, mais c'est en fait la protection du salarié, Tout au long du parcours. tout au long de sa vie. C'est fondamental. La vie, elle est faite d'emplois successifs. Mais donc il faut rassurer, il faut donner des capacités entre deux emplois, avoir de la formation. Michel Sapin. Donc c'est vrai qu'on a certainement fait, je le répète, le Premier ministre l'a dit, des erreurs de communication au départ. Mais il faut expliquer, puisque c'est déformé, puisque même ça n'est pas dit. On parle de l'article 2, non à l'article 2. Je demanderai à un certain nombre de gens qui disent non à l'article 2, ce qu'il y a dans l'article 2, ils ne seraient pas capables de me le dire. Expliquez-nous maintenant l'impôt, parce que c'est aussi votre secteur. Bug au niveau de l'ISF, mis en lumière par le Canard enchaîné. Vous portez plainte pour violation du secret fiscal, ça d'accord, mais on découvre quand même qu'il y a des grandes fortunes comme Liliane Bettencourt, Bernard Arnault, Christiane Guerlain ou Hélène Darty, qui ont bénéficié d'un ISF fortement réduit grâce à un système de plafonnement. Est-ce que l'ISF sert encore à quelque chose ? Si les gens y Alors, échappent, il y a les grandes fortunes y il y a échappent. deux aspects. Un qui est formel, mais auquel je tiens beaucoup, je tiens au secret fiscal, parce que c'est la protection des contribuables, quels qu'ils soient.
le contribuable qui paye très peu d'impôts comme le Alors, contribuable qui paye beaucoup d'impôts. Pardon, je vous, Ensuite, il y a la je vous question- interromps. Donc, est-ce que vous allez porter plainte pour le secret fiscal de M. Macron qui a été de la même façon, dans le même journal, Et mis en Je- cause, je- éventé, là, merci. Je pourrais dire la même chose pour beaucoup d'autres ministres. Non, mais Pour lesquels, et vous moi, savez ce bien qui pourquoi je vous m'intéresse, dis ça. les ministres sont des citoyens, ils doivent Oui. être protégés comme les Vous autres. savez bien Mais pourquoi moi, je vous ce qui dis ça. m'intéresse, Qui est la c'est taupe à l'ensemble- Bercy? Qui est la Qui taupe? fait- Vous la connaissez? C'est Vous l'ensemble savez des les- citoyens. Et donc, vous savez bien le pourquoi je vous secret dis ça. fiscal, dans une démocratie, c'est un élément tout à fait fondamental. Il doit être protégé, il sera protégé. L'administration a porté plainte, l'enquête sera faite et nous punirons ceux qui Pour sont Monsieur à Macron l'origine aussi. des choses. Mais pour tout citoyen. Non, non, mais c'est une C'est pas question Monsieur précise. Macron, arrêtez de me Avez-vous parler de Monsieur identifié la Macron. taupe, C'est le Monsieur Sapin? citoyen qui m'intéresse. Avez-vous identifié la taupe chez si vous? je l'avais identifié, C'est une il y aurait- taupe politique? il y aurait Une taupe évidemment- politique? Une il y taupe aurait évidemment- socialiste? Attendez, vous ne soyez pas dans des sous-entendus qui me paraissent pas être vraiment à la hauteur du débat. Parce que par ailleurs, vous m'avez posé une question, est-ce que c'est normal que des grandes fortunes Oui. ne payent pas l'impôt sur la fortune? Ça me paraît être un bon sujet. Alors. Au-delà de l'écume comme ça, pas l'écume sur le secret fiscal, il doit être protégé. Mais ensuite, alors, monsieur machin, madame truc chose, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Le citoyen contribuable doit être protégé. Sur l'ISF, nous avons 2 fois de suite, nous, cette majorité, tenté d'éviter des plafonnements très compliqués sur l'ISF qui aboutissent à ce que des gens qui ont beaucoup de fortune ne payent pas d'impôt sur la fortune. Il y a quand même quelque chose de choquant. Et par 2 fois, le Conseil constitutionnel nous a retoqué. Il a annulé. Alors nous travaillons depuis 2015 pour essayer de trouver des dispositifs conformes à l'interprétation faite par le Conseil constitutionnel. Ça sera et plus qui facile mettent avec fin Laurent Fabius, à vous des- pensez? Et qui mettent fin à des situations anormales. Mais le Conseil constitutionnel, c'est de la continuité. Il y a une jurisprudence. Il faut tenir compte de cette jurisprudence. Mais je veux dire là que la détermination du gouvernement et de sa majorité est totale. Nous l'avons démontré. Nous avons pris des dispositions. Elles n'ont pas réussi à passer, comme on dit, le barrage du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas une raison pour arrêter de réfléchir à des méthodes de justice fiscale. Les impôts, c'est aussi la promesse d'une baisse pour les plus modestes à la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous dire de combien et pour qui, et précisément? Alors, s'il s'agit de la rentrée de 2016, ce qui est en fait ce qui intéresse les uns et les autres, oui, elle a déjà été votée. C'est une baisse mais la suivante, de plus la de 2 suivante. milliards, qui vient après une autre baisse de 3 milliards. Je redis le chiffre, parce que parfois on oublie. Il y a 17 millions de foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu. Je parle de la promesse de François Hollande la Oui. prochaine, pas de ce Mais qu'on sait dit à la déjà. rentrée, donc je parle de la rentrée. 17 millions 2017, de foyers... 2017, s'il vous plaît. Ah bah, la rentrée 2017, mais on va en parler. 17 millions de foyers qui payent l'impôt et 12 millions qui voient leur impôt baisser. Ce que le président de la République a dit, c'est dans le cadre des marges de manœuvre dont nous pourrions disposer. Aujourd'hui, nous ne les connaissons pas suffisamment. On verra ça au milieu de cet été avec des évaluations de Il y la en aura croissance des en marges particulier. Bah, nous le verrons, on regardera. On ne peut pas dire si, Ok. et puis dire dès maintenant, il y en aura. Mais la volonté est simple politiquement. Les Français ont fait des efforts. C'est ça qui a permis de redresser les finances de la France. C'est quand même la moindre des choses, dans la mesure du possible, de leur rendre une partie de ces efforts. Vous revenez à la rentrée pour les chiffres, alors Michel Sapin. Très volontiers. Rendez-vous est pris. Il n'y aura Le pas ministre l'euro, mais des bon. Finances, invité de France Info ce matin.